Salut Alexis. Bonjour Alexia. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour l'interview du podcast Story Travaux. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Bon, c'est chouette en plus parce qu'on se retrouve dans le salon de la Belle Époque à Aix. C'est quand même assez sympa. C'est très agréable. Un endroit joli coin. comme ça, ouais, c'est très, très chouette. Très bien rénové. Oui, en plus. Donc, dis-moi un petit peu quel est ton parcours, d'où tu viens. Je vais me présenter à toi, il n'y a pas de problème. Donc moi c'est Alexis, je suis gérant d'ACS Réalisation. Je suis issu en fait d'une famille du bâtiment. Donc j'avais mes grands-pères qui étaient dans le bâtiment, coffreurs et maçons. Ah oui. Donc j'ai toujours grandi dans le bâtiment. Étant petit, j'avais ma brouette, je travaillais dans le jardin dès que je marchais en fait avec les outils, la terre, les végétaux. Okay. Et de la maçonnerie bien sûr. Et en fait, quand j'ai dû choisir ma voie professionnelle, je me suis orienté naturellement dans le bâtiment. Ouais. Donc moi, je voulais faire du professionnel. Mes parents, ils m'ont dit non, tu vas faire un peu d'études. Moi, je voulais vraiment quelque chose de manuel, mais ils m'ont dit non, tu as des connaissances, t'es pas con, fonce faire des études. Donc je suis allé jusqu'à une licence professionnelle en génie civil. Okay. Par là, je suis passé aussi par un BTS bâtiment, brevet de technicien supérieur. Et après de là, j'ai commencé ma carrière en tant que conducteur de travaux chez l'un des plus grands groupes nationaux en fait de construction. Ok. Et à côté de ça, j'ai commencé à investir justement parce que j'ai fait une période à l'étranger et les îles m'ont monté à la tête et je me suis dit ma retraite, qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est de là que j'ai découvert l'immobilier. Okay. Parce que même que j'étais dans la construction, j'étais pas forcément dans ma famille, il n'y a pas d'investisseurs et personne à part sa RP, tu vois, n'a investi en fait sa résidence principale. N'a investi en fait en immobilier. Ouais, bien sûr, c'est comme les banquiers, les agents immobiliers, voilà, il y a beaucoup de corps de métier autour de l'IMO finalement. Ce sont pas forcément des gens qui ont investi eux-mêmes, exact. Alors que pourtant ils sont confrontés tous les jours à des investisseurs, donc ouais, je comprends tout à fait. C'est ça, moi mes grands-pères, ils avaient des belles maisons, ils avaient tout fait eux-mêmes, mais à côté de ça, ils n'avaient pas investi, donc moi je me suis posé la question comment faire, et avec l'immobilier, donc j'ai franchi le cap, je me suis formé, et derrière j'ai enchaîné avec un investissement immobilier en étant justement conducteur de travaux, okay. Et mon investissement s'est plus ou moins bien passé, parce que j'avais tout millimétré justement comment ça devait se passer, ouais. Mais l'artisan n'a pas fini les travaux parce qu'il n'a pas aimé sûrement la pression que je lui exerçais d'être derrière lui, d'être un peu trop investisseur derrière lui, ouais. À être trop exigeant, mais derrière ça il n'était pas carré parce que quand il a commencé les travaux, il m'a caché des malfaçons que j'ai découvert en envoyant des amis pour vérifier ce qui avait été fait parce que moi la semaine je pouvais pas y être, okay. Je pouvais y aller que le week-end. Et en fait, je me rendais compte que c'était pas fait correctement. Donc, étant donné que j'ai dû finir les travaux, de là, j'ai fait quelques travaux chez des amis. Et donc, j'ai créé après ma société. Ouais. Donc, grâce à cet artisan-là, j'ai créé moi-même mon entreprise. Parce que je me suis dit, il y a un problème. Moi, je suis du métier. Je me fais avoir. Je veux plus que ça arrive et je veux plus que ça m'arrive. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ma société. Et aujourd'hui, donc, je suis gérant de la société ACS Réalisation. J'ai une entreprise tout corps d'état dans le second œuvre. Donc je fais toute la partie après le gros œuvre, donc une fois que le bâti et les fenêtres et la toiture sont posés. Okay. Donc de la pose des cloisons, l'électricité, la plomberie, le carrelage, le stratifié, les peintures, isolation incluse. Et après je fais aussi les préparations de cuisine et les salles de bain clés en main. Ok, ça marche. Donc, du coup, ouais, tu t'occupes de la partie seconde œuvre. Tout à fait. Et en fait, tu as décidé de te lancer parce que tu as toi-même investi en immobilier. Voilà. Tu t'es rendu compte que, voilà, parfois, malheureusement, ça pouvait être une galère aussi avec certains artisans. Oui, parce que pas tous les artisans, en fait, sont au courant plutôt conscients que des investisseurs sont pointilleux, oui. Ou qui ont un cahier des charges, en fait, tout simplement. Parce que j'avais vu des réalisations pourtant de cet artisan. Je m'étais déplacé sur ces chantiers, on avait traité un long moment, mais je pense qu'il a accepté simplement le chantier parce que c'était après Covid. Ouais. Il s'est dit, je veux relancer mon activité, je vais prendre ce chantier. Après, ça faisait de la sous-traitance massive, donc il sous-traitait des gens du coin à bas prix. Et il assumait pas tous ses chantiers, il démarrait pas en temps en heure. J'étais en plus à côté d'une église, donc les architectes des bâtiments de France, il fallait modifier plusieurs fois le devis. Là, il a eu du mal. Ah oui. Tu vois, j'étais derrière lui. Et tous ces petits éléments, moi après j'étais déjà engagé avec lui parce qu'il avait attaqué l'intérieur. Et tout mis bout à bout, moi je voulais que ça dure 3 mois. Les travaux, ça a duré 6 mois. Ah oui. J'ai quand même limité la casse, tu vois, en mettant la main à la pâte, en y allant tous les week-ends, en montrant que j'étais présent. Mais c'est un impact psychologique parce que derrière, moi je voulais continuer à investir. Derrière, j'ai dû lancer ma société, donc j'ai pas pu réinvestir derrière en me lançant à mon compte. Ouais. Donc ça m'a un peu freiné sur la partie investissement.
Et de là, tant que je me relève un peu psychologiquement, j'ai continué, j'ai acheté ma RP derrière, qu'on a revendue et on fait une plus-value dessus. Génial, félicitations. Merci. Et là, on va repartir sur une maison, donc c'est sur un appartement en résidence principale. Là, on va partir sur une maison. Donc j'en ai plusieurs à l'étude. Jusqu'à ce matin, justement, je reçois les documents pour la signature du compromis la semaine prochaine. Ok, trop cool. Mais je me rends compte que potentiellement, le permis de construire n'est pas à jour, que j'ai pas les factures du gros œuvre qui a été fait, mais j'ai une décennale qui sort de je sais pas où. Donc j'ai pas mal de dossiers à l'étude pour justement, est-ce que je fais plutôt cette maison neuve à terminer ou est-ce que je pars sur une vraie réno pure comme j'aime faire. Donc à voir, parce que vraiment la maison neuve, l'avantage c'est que je suis dans un quartier résidentiel, je vais vraiment faire une plus jolie plus-value. Mais derrière, si l'administratif n'est pas bon, bien sûr. Mes calculs sont pas bons parce qu'au final, moi on me dit que c'est une TVA, une frais de notaire réduit, et je me rends compte que dans le compromis tout à l'heure, je suis à 8%. Alors que devait être une construction neuve. Oui, donc c'est un peu bizarre, Donc c'est très louche, donc je vais devoir creuser ce sujet-là et on va en parler justement de ce qu'il faut analyser au tout début du projet. Bien sûr. Parce que si tu fais pas cette analyse au début et que tu fais confiance les yeux fermés à ton notaire, moi mon notaire là pour te dire, il m'a pas prévenu. Il m'a juste ouvert le drive avec tous les documents. Il m'a dit, lisez, vous nous faites un mail s'il y a des informations à corriger. Donc c'est à moi de faire le check de ce qui est dangereux. Ça, normalement, c'est vrai que c'est un petit peu... c'est un peu son travail. C'est un peu son travail, Normalement, le notaire, c'est censé justement être lui qui est garant, on va dire, de toutes les infos qui sont dans les documents. Il est censé s'assurer que tout est correct et il est censé pointer du doigt ce qui ne va pas. En fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est important que le vendeur ait son propre notaire et l'acquéreur ait son propre notaire pour pouvoir en fait protéger chacune des parties. Parce que si jamais... tu prends le notaire par exemple du vendeur. Ce que j'ai bien fait de pas faire, tu vois, déjà. Parce qu'il voulait pas m'envoyer les documents. C'est grâce à mon notaire qu'on a réussi à les avoir. C'est ça. Mais mon notaire ne les a pas analysés. Il veut me faire signer le compromis. Mais moi, déjà, je lui ai redit aujourd'hui, je signe pas le compromis si les papiers, ça va pas plus loin. Parce que déjà, il y a des frais pour faire le compromis. Et je vais pas me mettre des frais sur la table si derrière, j'aboutis pas sur ce projet, en fait. Parce que moi, le financement, ça, c'est OK, il y a pas de problème. C'est vraiment sur sa partie administrative. Parce que la maison, elle est même pas viabilisée pour te dire. Il y a tout qui est en bordure de terrain. Et c'est à moi de tout amener dans la maison. Donc il y a du taf, quoi. Il y a un peu de boulot. Piscine, extérieure, donc c'est pour ça, c'est un beau projet. Très beau projet. Mais il faut que l'administratif soit bon, parce que ça fait quand même 2 ans qu'elle est sur le marché. Bien sûr. Il y a des raisons, du coup. Voilà. Donc après, c'est le genre de projet, en fait, où potentiellement tu vas pouvoir négocier, aller chercher de la négo, parce qu'il y a des problématiques à régler, en fait. Souvent, c'est comme ça. C'est ce qu'on a essayé de faire, mais les vendeurs, vu que c'est 3 associés, et ça complique encore les choses. C'est très compliqué à négocier. On est arrivé sur place avec un prix très bas. Ils ont dit non, mais on n'aurait même pas fait visiter, ça a été à ce prix-là, etc. Et au final, on a réussi à trouver un juste milieu, mais en prenant en compte des frais de notaire réduits. Là, moi, aujourd'hui, on peut partir sur des frais de notaire comme ça, mais par contre, il faut revoir à la baisse le prix du bien. Bien sûr. C'est pas à moi de prendre les 4% qui se baladent, quoi. Je comprends. Donc ça, c'est un projet à l'étude. Et à côté de ça, donc sur la partie travaux, je suis basé dans le Gard, du coup. J'ai commencé mon activité en fait en étant dans les Alpes d'Haute-Provence, au-dessus d'Aix. Et là, je me suis redirigé au-dessus de Nîmes pour l'immobilier, justement. C'est une région attractive, justement, sur cette partie maison. Parce qu'aujourd'hui, les maisons dans le secteur des Alpes d'Haute-Provence ou Bouches-du-Rhône, c'est un peu inaccessible. Et on va commencer plus petit pour gravir les échelons petit à petit et après revenir dans ce secteur qu'on aime, qu'est la Provence, quoi, tout simplement. C'est vrai qu'une des techniques aussi pour faire grossir son patrimoine, c'est de passer par la résidence principale. Effectivement, assez fréquemment, tous les, 2 ans, 3 ans, enfin, je sais pas depuis combien de temps tu as ton appart. Tu peux faire ça tous les 6 mois, ça faisait 1 an et quelques qu'on l'avait. Mais après, il n'y a pas de règles particulières. Non, il n'y a pas de règles particulières. Du moins qu'il y ait une suite logique, en fait. C'est ça. On est sur un appartement, on passe sur une maison, on va agrandir la famille, donc il n'y aura potentiellement pas assez de chambres dans la prochaine maison. Voilà, c'est ça. Donc ça dépend des besoins, tu fais évoluer tes besoins et tu en profites pour générer des plus-values au passage. Exactement. C'est toujours positif et toujours bon à prendre. Et ce qui est bien à savoir aussi, c'est du moment que tu déménages pas à la rue à côté de chez toi, on va pas venir te taper à ta porte.
Moi, il y a une suite logique, je change de secteur, je me déplace. Donc, il y a vraiment une histoire, en fait. Il faut effectivement le faire parce que voilà, c'est pour ta résidence principale et non pas pour faire de l'achat-revente déguisé, je le précise. Voilà, c'est important de faire attention à ça. Et du coup, alors, petite question juste pour en revenir par rapport à ton parcours. Oui. Toi qui étais conducteur travaux dans une grosse boîte, tu t'occupais de quel type de projet ? Moi, je faisais des projets, en fait, de 200 000 à 5 millions d'euros. Okay. J'avais en gestion en fait 4-5 chefs d'équipe. D'accord. Avec 1 ou 2 chefs de chantier et on faisait toute la partie gros œuvres. C'est-à-dire on faisait des gros ouvrages en béton. D'accord. Des ponts, des massifs sur les sites industriels. D'accord, ok. Et donc je faisais toute la partie pilotage, management, gestion de travaux, mais sur la partie gros œuvres. Okay. Donc tout ce qui est planning, phasage, commande, approvisionnement, gestion d'équipe, réception administrative, ça c'était ok. Et du coup, je suis parti après moi en CFA pour me former sur la partie second œuvre. C'est un centre de formation en apprentissage. Ok, d'accord. C'est une formation en accéléré, tu vois. Ok, je vois. Pour apprendre en fait, pour valider surtout, parce que je faisais déjà, c'est que j'ai dû finir les travaux, tout le second œuvre. Oui. De mon immeuble, j'ai dû aller en CFA en fait pour après créer ma société, même si je pouvais par rapport à mon expérience et mon diplôme. Oui. Tu vois, j'avais le BTS bâtiment plus la licence et à côté j'avais été conducteur de travaux plus de 6 ans. Donc en fait j'avais, pour justifier ma décennale, pour pouvoir m'assurer. Et oui, bien sûr. Il y a des critères en fait à avoir. Soit il faut 3 ans de poste, fiche de poste avec un intitulé, par exemple 3 ans d'électricien, tu peux assurer ta décennale en électricité. Okay. Et moi, vu que j'étais en gros œuvre et que j'ai fait une formation en CFA, j'ai pu m'immatriculer tout corps d'État. C'est pour ça que j'ai le droit d'être assuré pour le carrelage, le stratifié, la peinture, l'électricité et la plomberie. Ok. Mais et je pourrais aussi m'assurer pour le gros œuvre parce que justement j'ai cette expérience, mais je veux pas parce qu'après c'est pas les mêmes travaux, le même matériel, les mêmes zones de stockage. Ouais, bien sûr, c'est pas les mêmes. Faut un plus grand entrepôt, c'est pas pareil quoi. Ouais, non, c'est sûr. Ok, ça marche. Donc ouais, finalement, cette partie expérience en tant que conducteur travaux, ça t'a donné quand même beaucoup de billes. J'imagine pour la partie toute la partie travaux suivis, ça m'a donné toutes les bases en fait, et c'est peut-être cette rigueur que j'ai trop qui a fait fuir l'artisan parce que j'étais vraiment à cheval avec un planning, c'est moi qui lui fournissais le planning, c'était même pas l'artisan, alors qu'il devait me fournir son Gantt, c'était un diagramme de planning, le budget, je lui ai fait un CCTP, tu vois, c'est le cahier des clauses techniques particulières, donc je lui ai dit pièce par pièce, je veux tel type d'enduit, tel type de finition, tel type de sanitaire, et je pense en étant trop justement rigoureux, il s'est dit attends mais moi je signe pas pour ça, et je vais pas m'engager avec ça, mais alors qu'il s'était déjà engagé, il avait déjà commencé. Mais au début, il a dit oui, mais derrière, en fait, c'est ce juste milieu-là à trouver aussi quand on consulte un artisan. Moi, je l'accepte, voilà, qu'on vienne avec un dossier béton, on me dise il faut faire ça, avec des plans, j'adore parce que c'est un bon support. Mais d'autres artisans, ils vont pas aimer ou ils vont pas comprendre. Ils aiment bien gérer eux-mêmes. Voilà, ils n'ont pas l'habitude de travailler. Ils n'ont pas été éduqués comme ça. Moi, c'est normal, tu vois, je suis rigoureux dans tout ce que je fais. Le budget, c'est tant. Ok, on accepte qu'un débordement parce qu'il y a des travaux supplémentaires, mais c'est justifié. C'est pas parce qu'il a envie d'augmenter qu'il augmente le devis. Et en fait, c'est ce juste milieu-là à avoir. Quand tu fais de l'investissement et quand tu es artisan, l'investisseur, il doit amener tes compétences à l'artisan, mais il doit pas non plus lui réinventer son métier. Ouais, bien sûr. Parce que l'artisan, il va se dire, mais attends, pourquoi il m'appelle s'il sait tout faire ? Et ouais, bien sûr. Il faut trouver cet équilibre-là, en fait, en consultant l'artisan, quoi. Ouais, l'idée, c'est déjà de lui donner des directives, de lui expliquer un peu les attentes qu'on a. Voilà. Si on peut fournir un cahier des charges qui est précis, c'est d'autant mieux. Oui, il faut même un mini cahier des charges, il le faut, tu vois, au minimum pour avoir les grandes lignes de où est-ce qu'on va. Parce que l'artisan, déjà, il va savoir est-ce qu'il doit y passer du temps ou moins de temps sur cette tâche, suivant la finition que tu veux, les attentes. Dès le début, tu lui dis, moi, il faut que ce soit loué pour mars. Là, on est en décembre. Ben, c'est pas possible, tu vois. Moi, j'ai mon calendrier qui commence qu'à partir d'avril. Mais il faut que dès le début, il soit honnête. Ouais, bien sûr. Qu'il lui dise. Donc, en fait, il faut directement lui expliquer les choses simples. Financièrement, ben, tu as eu tant dans la banque. En sachant, plus ou moins, tu te gardes une réserve quand tu lui annonces. Tu lui dis ton planning. Est-ce qu'il a les capacités de l'atteindre ? Et après, la gamme que tu veux mettre en place. Est-ce que lui, déjà, il fait du très luxe ? Non, il fait pas. Est-ce qu'il fait du très bas de gamme ? Ça, ils savent presque tous faire. Mais après, c'est un juste milieu à trouver de qu'est-ce que tu lui demandes pour est-ce qu'il a les capacités. S'il n'a pas les capacités, ben déjà, tu continues pas avec cet artisan.
Ouais, bien sûr. Parce que une grosse sélection à faire au début. Au niveau des finitions, typiquement, comme tu le disais, oui. J'imagine qu'en fonction du type de finition que tu veux, ça va coûter plus ou moins cher. Tout à fait. C'est-à-dire que, bon, si on veut un truc propre, sans pour autant aller vraiment dans le détail, ça peut coûter moins cher que si on veut vraiment que tout soit absolument nickel. C'est ça. Si vous dessinez jusqu'à la moindre frise, un bout de tapisserie, des bouts de peinture, des moulures, etc., là, ça va coûter très cher parce qu'il y a du temps, en fait, il y a beaucoup de main-d'œuvre. Et après, si vous voulez quelque chose de propre, rafraîchi, ça coûte beaucoup moins cher parce que c'est moins de temps passé, etc. Pour la location, on va accepter que le mur il ait quelques défauts et que ce soit juste une petite passe de ratissage qui soit faite, mais pas comme une résidence principale, qu'il y a la lumière rasante, que c'est pour le vendre et que ce soit à coup de cœur, où il va mettre 2-3 couches d'enduit, croisées, bien poncées, imprimées, retouches d'enduit et peinture. Donc c'est cette différence-là. Le prix au mètre carré ne sera pas le même pour cette finition de peinture, mais derrière, c'est pas le même but. La location, il va y avoir des coups de sac, il va y avoir l'emménagement, il y a des va-et-vient si c'est de la courte durée, donc ça va être abîmé, dégradé, il va falloir refaire vite parce que tu veux relouer. La résidence principale ou la vente en achat-revente, il va falloir que ce soit carré, quoi. Ouais. Donc ça ne sera pas les mêmes budgets à allouer sur tes travaux-là. Et ça, il faut bien le dire dès le début. Avant de démarrer le projet, il faut vraiment que ce soit clair. Et après, on peut un peu peaufiner en cours de route, tu vois. Tu peux rajouter des travaux supplémentaires toi-même. Tu dis finalement, là, je voudrais un peu plus de détails. Tu vois, avec l'artisan, s'il a le temps, tu en rajoutes. Mais pas changer complètement le projet dès que c'est signé, que c'était pas un projet locatif. Et que tu sois derrière, tu disais, attends, là, tu devais reprendre tout en enduit. Non, c'était juste une couche de ratissage, peinture. Pas 2 couches, croisées, etc. Parce que l'artisan, il n'a pas pris le même temps et défini le budget pour ta résidence principale. Il avait prévu pour du locatif, pour que tu puisses remettre en location rapidement. Ouais, c'est sûr qu'il faut, je pense, être assez précis sur ce qu'on attend, même si je sais que quand on débute, en fait, quand on n'a jamais fait faire de travaux, quand on n'a jamais délégué, que c'est la première fois, c'est vrai que c'est pas évident parce que voilà, on s'y connaît pas. Mais c'est pour ça qu'il faut pas hésiter, je pense, à communiquer avec l'artisan, à discuter, pour que lui vraiment comprenne les besoins. Il faut lui poser des questions, en fait, tu vois. C'est ça. Est-ce que tu es capable de faire ça ? Bon, on montrait pas trop du Pinterest parce qu'ils aiment pas trop les artisans. Moi, ça me gonfle un peu quand on monte du Pinterest. On me dit, je veux ça. Expliquez-moi plutôt le thème ou vraiment ça sur le papier, ce qui est dessiné, c'est compliqué à faire. C'est plutôt une ambiance, un thème qui se reproduit, mais pas exactement ce qui est sur le papier parce que quand on est en réno, les murs sont peut-être pas droits. On va peut-être pas reproduire exactement. Il faut garder le thème et vraiment expliquer clairement ce que l'on veut, quoi. Ouais, pour adapter à la réalité. Tout à fait, c'est ça. Parce qu'il y a des biens qui se portent pas du tout à ce qui est sur le papier, sur le téléphone, alors que quand on visite, qu'on se rend compte qu'on est dans la pièce, là on fait des bons choix et il faut aller sur le terrain. Il faut montrer aussi à l'artisan que vous êtes présent et être avec lui quand il fait l'implantation, quand vous décidez de modifier une pièce, comme ça lui vous donne de suite l'avis technique. Est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable? Et c'est comme ça en fait que vous allez faire des bonnes opérations, hein. Vous modifiez la cuisine, si vous pouvez la déplacer, vous rajoutez une chambre sans faire d'extension, surélévation, et en optimisant en fait le bien grâce au plan papier et au conseil de l'artisan, vous allez faire une plus-value en fait, naturellement. Et c'est sûr que les points techniques ils sont importants à voir avec l'artisan parce que ça peut aussi parfois engendrer des surcoûts. Donc il faut voir si ça vaut le coup. Tout à fait. Parce que parfois voilà, on veut transformer tout un bien, on veut déplacer, je sais pas, les WC à l'autre bout de l'appartement. Mais peut-être que techniquement c'est très compliqué et ça va coûter très cher. Et ce sera pas si rentable que ça. Exactement. Quand c'est du locatif, il faut essayer en fait de garder les points d'eau, d'alimentation et d'évacuation au même endroit. L'électricité, encore, on peut se permettre de faire ces modifications, mais tout ce qui est plomberie, il faut les laisser au même endroit pour limiter les coûts, parce que, voilà, comme tu dis, un sanitaire, un WC, il faut une évacuation en 100 mm. Donc le 100 mm, plus sa pente de 2% pour l'évacuation, on ne peut pas le mettre n'importe où, parce que sinon, il va falloir faire des coffres, perdre de la surface habitable dans le bien. Donc, toutes ces petites modifications, il faut les faire juste. Il faut calculer en fonction du projet. Si vraiment c'est pour du locatif, vous les laissez au même endroit, et vous n'avez pas créé de chambre supplémentaire, vous avez fait un logement coup de cœur. Si c'est vraiment pour un achat-revente, là vous allez prendre les frais de déplacer, parce qu'il faut refaire toutes les arrivées d'eau, les évacuations, et augmenter la valeur du bien, parce que vous avez rajouté une pièce supplémentaire. Mais tout ça, il faut le savoir en ayant les connaissances justement de est-ce qu'on peut déplacer ces points-là? Est-ce que techniquement c'est faisable? Parce que tout est faisable sur papier, mais après tout ce qui est faisable techniquement a un coût.
Bien sûr. C'est un juste milieu à trouver en fait, financier et technique. Et du coup, en termes de type de client, tu accompagnes quel type de client? C'est surtout des investisseurs ou est-ce que tu as aussi des particuliers? J'ai quand même plus de particuliers. D'accord. Parce qu'en fait, les investisseurs, généralement, ils m'appellent plus pour faire un devis général. D'accord. Pour avoir une enveloppe globale et souvent, ça passe pas forcément auprès de la banque. Ok. Parce que dans le secteur où j'étais, il y avait pas mal d'immeubles, donc ils m'appelaient pour les immeubles. Oui. Mais j'ai évité quand même de travailler entre guillemets avec eux parce que les investisseurs, certains sont pas tous sains, que je trouve. Ils sont un peu mauvais dans le sens où ils te pressent à fond, vite le devis. Et une fois que tu as envoyé le devis et qu'ils ont retour ou pas retour de la banque parce qu'ils s'en servent toi pour en faire l'étude, tu n'as plus de nouvelles. Ah ouais. Donc moi, si tu veux, ces personnes-là, je leur fais payer le devis. D'accord. Tu vois, c'est pas cher, c'est 79 €. Ok. Mais j'ai passé 3 heures avec eux sur le terrain, 4 heures de rédaction. Donc c'est pas du tout une journée d'artisan. Et derrière, ils me tiennent pas au courant. Mais s'ils me prennent, je déduis le montant, tu vois. D'accord. En fait, c'est juste pour un pré-engagement. Je comprends. C'est vraiment une somme, c'est comme si j'avais mis 1 euro symbolique pour vraiment engager les personnes à faire le devis et à me répondre, quoi. Ouais, c'est-à-dire que le minimum, effectivement, c'est au moins de prévenir et de dire, écoutez, je suis désolée, j'ai étudié plusieurs devis, j'ai décidé de pas partir avec vous pour cette fois, mais merci pour le temps passé, quoi. Voilà, au minimum un retour. Au minimum un retour. Tout à fait, parce que tu vois, moi, j'ai des investisseurs, mais c'est surtout des particuliers, avec le bouche à oreille, et c'est vraiment comme ça que j'ai ma clientèle dans mon périmètre, et ça marche comme ça, en fait, tu vois. D'accord, donc des particuliers qui refont quoi, leur résidence principale qui ils refont leur cuisine par exemple. Ouais, d'accord. Quand ils refont leur cuisine, il y a des modifications d'arrivée d'eau, d'évacuation, on redouble le pan de cuisine, on refait les peintures, on réisole potentiellement. Derrière, il y a peut-être le salon à repeindre et enduire, et souvent il y a la salle de bain qui rentre après en jeu. Ouais. Donc en fait, tu commences par des petites pièces, réfection d'un tableau, et derrière, ils veulent refaire la salle de bain, ou ça commence par la salle de bain, derrière ils font la cuisine. Ils font pièce par pièce, tu vois. Ouais. Ils font pas tout d'un coup parce qu'ils y vivent déjà. Donc ils peuvent pas se permettre de quitter le logement, d'aller en location ou d'aller à l'hôtel. Ouais, bien sûr. Et on fait pièce par pièce et on avance comme ça dans l'habitation. Première année, ils font la salle de bain, ils remettent un peu de côté, ils voient les aides de l'État et derrière ils refont après la cuisine potentiellement. D'accord. Ils font pas tout d'un coup parce que c'est pas comme j'ai pas beaucoup de personnes qui achètent d'un coup et qui rénovent tout. C'est soit les investisseurs, soit des particuliers qui font pièce par pièce. Voilà. D'accord. Ceux qui font généralement tout d'un coup, ils font majorité eux-mêmes en fait. Parce qu'ils y vivent en même temps dans les travaux. Ils appellent que pour faire l'électricité. Ils sont en mode camping, tu vois. Moi, j'arrive que pour les lecs. Je leur saigne toute la maison. Donc, je fais les ouvertures, tu vois, les saignées. Je replâtre tout. Je remets les gaines au bon endroit. Et eux, derrière, ils s'occupent de faire la peinture, poser du parquet. Okay, donc tout cet aménagement-là. Ça t'arrive finalement de mixer sur certains chantiers le fait que le client intervienne en partie lui-même et toi, tu interviens de ton côté. Moi, je fais les corps d'état techniques qui sont couverts par la décennale et lui, il fait vraiment ce qui est finition, ameublement parce que derrière, ça lui limite son coût. C'est sa résidence principale parce qu'il va y vivre. Il n'a pas fait forcément de crédit travaux. Ouais. Donc lui, il a emprunté uniquement pour sa maison. Il a un peu d'épargne, il fera peut-être un crédit conso et ça lui permet de vivre dans un logement qui est tout rénové à moindre coût. D'accord. Il va peut-être faire 3-4 mois de camping, mais derrière, il a un logement neuf, quoi. Ok, donc il y a un côté flexibilité que tu acceptes. Tout à fait. Oui, parce que je ne veux pas faire tout à mes clients parce que derrière, je me mets à leur place. En étant aussi investisseur, je faisais pas tout faire non plus à des artisans au début parce que sinon, ce n'est pas des projets rentables. C'est ça, en fait, qu'il faut se dire. Si vous voulez vraiment quelque chose de rentable, il faut mettre la main à la pâte. Ouais. Si tu délègues tout, tu seras à zéro, voire à négatif. Parce qu'il faut voir les vrais chiffres. Hein. Aujourd'hui, les taux ils augmentent, même qu'ils commencent à baisser. Pour vraiment avoir un projet rentable, il faut mettre un minimum la main à la pâte. Et toi, tu le vois du coup que le coût des matériaux continue d'augmenter ou pas? Parce que, attends, ça fait combien de temps déjà que tu as créé la société? 3 ans. Ok. Mais en fait, j'ai beaucoup vu les 2 dernières années. Et là, depuis 1 an, je vois que ça se stabilise, tu vois. Ça se stabilise quand même. Ok, j'ai vraiment vu un gros pic il y a 3 ans. Ça a monté. Et là, depuis 1 année, ça s'est stabilisé. Donc, en fait, ça permet de moins reconsulter le fournisseur. D'accord. Et là, vraiment, on voit que ça s'est stabilisé. Mais ça reste haut quand même, tu vois. Ça reste haut. Mais ça s'est stabilisé. Par rapport à avant, c'est sûr que... on retombera pas, je pense, sur les prix d'avant. Faut faire avec. Et justement, pour pallier ça, ton coût des matériaux a augmenté. Ta main-d'œuvre, elle est restée à peu près pareille. Mais derrière, si tu veux augmenter ta renta, va falloir enlever des tâches d'artisan et les faire toi-même.
Comme quoi, par exemple, la peinture? Par exemple, dès le début, quoi. Dès que tu as fait tes plans et que tu as validé avec l'artisan, tu fais toi-même la démolition. Tu arrives, tu casses tout. Et là, après, tu rappelles l'artisan. Regarde, j'ai démoli ça, ça, ça. S'il y a une cloison porteuse, par exemple, tu lui laisses. Tu fais vraiment tout ce qui est dépose du carrelage au sol, la faïence, la cuisine, tous les meubles, tous les petites tapisseries, parce que souvent il y a des tapisseries, des moulures, des polystyrènes au plafond. Tu déposes tout, tu mets à nu le logement. Et une fois que tu as mis ton logement à nu, tu fais venir l'artisan, tu retraces avec lui au sol les implantations des nouvelles pièces, etc. Potentiellement, tu peux faire un peu de placo, s'il accepte. Tu lui laisses l'électricité et la plomberie, comme ça il se coordonne. Et après, une fois qu'il t'a refait les bandes sur le placo, toi, tu t'occupes du ponçage et de la peinture. Ameublement, poste de cuisine, tu vois. Poste de cuisine, tu vas te prendre 2, 3 week-ends, 4 week-ends à la rigueur. Tu l'as posé ta cuisine, tu vois. Oui, tu as peut-être perdu un mois de loc, mais derrière... Tu peux éventuellement poser les sols aussi. Bon, moi, c'est des choses que j'ai jamais fait. Hein, mais... Ok. Ouais, moi, j'avoue que déjà, là, j'arrive à poser des étagères et des miroirs et je suis très contente. C'est déjà une première étape. C'est déjà une première étape, ouais, tout à fait. Parce que tu dois investir dans des outils. Il faut les stocker. Il faut les stocker. Et après, c'est vrai que, bon, effectivement, il y a des choses quand même qu'il vaut mieux déléguer. Donc, comme tu le disais, démolir un mur porteur, bon, ça, potentiellement, voilà, il va falloir faire intervenir peut-être un architecte ou un ingénieur structure pour vérifier, faire les calculs. Ça tout dit, la décennale pour être couvert. Voilà, si le bâtiment vient bouger. Ouais, bien sûr, il y a pas mal de points quand même sur lesquels il faut faire attention là-dessus. Et c'est vrai que, notamment dans l'ancien aussi, parfois, il y a des cloisons qui deviennent porteuses avec le temps. Oui. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut s'en méfier, même si elles paraissent fines et qu'elles sont pas l'air porteuses, elles le sont en fait. Et c'est ça. Donc c'est pour ça que voilà, faut faire attention à ces points-là, mais en tout cas, effectivement, retirer l'ancienne cuisine, le papier peint, l'ancien carrelage, ce genre de choses. C'est vrai que c'est du temps, donc de la main-d'œuvre, et c'est des choses, voilà, si on demande à un groupe de copains de venir aider un week-end. Bien sûr, même vous, ça vous fera plaisir de surtout découvrir le bien que vous avez acheté, et ça vous permettre de connaître les recoins de chaque coin du logement, pour justement mieux l'appréhender et mieux en parler à votre artisan. Parce que vous allez passer du temps dedans, il va vous sentir investi, il va voir que vous avez mis les mains à la pâte, que c'est votre projet, que vous avez envie que le bébé grandisse bien, et donc il va vous accompagner correctement. Alors que si vous lui déléguez tout, vous lui donnez à peine les clés, vous lui dites même pas qu'est-ce qu'il faut qu'il casse, ben il va pas attaquer le chantier. Il va attendre que vous l'appelez, que vous venez le week-end, vous dites « Ah, vous n'avez pas attaqué cette semaine ?» « Non, je peux attaquer, j'attaque la semaine prochaine. » Alors que mettez les mains dedans, pas beaucoup, mais au minimum, quoi. Si vous ne savez pas faire les gravats, vous louez un camion, vous louez une camionnette, vous prenez une remorque d'un ami, vous allez trouver de quoi pour évacuer les gravats, vous achetez des seaux, des sacs à gravats. Pour un petit budget, vous allez faire beaucoup d'économies sur la démolition, quoi, déjà. Ouais, bien sûr. Ouais, je comprends. Après, c'est sûr qu'un chantier, de toute façon, il faut être impliqué. Exactement. Il faut suivre le chantier, il faut insuffler. Il faut être présent, en fait. Parce que si l'artisan vous sent absent, ben, il va négliger votre chantier, tout simplement. Il faut vraiment qu'il vous sente impliqué et pas que ce soit un projet d'investissement et que vous attendez que le cash flow derrière. Il faut vraiment que ce soit votre bien, votre maison, votre appartement, votre immeuble que vous voulez mettre en valeur, que vous voulez garder, vous voulez créer du patrimoine et le faire ressentir en fait à l'artisan. Moi, ça me motive quand un client il vient me voir. Il est impliqué. C'est ça. Soit il me dit c'est la maison de mes grands-parents ou j'ai récupéré ça de ma grand-mère, etc. Est-ce qu'on peut faire on fait comme ci, on fait comme ça. Ça me motive et ça me donne encore plus envie de me surpasser en fait. Alors que si on m'appelle, on me dit ouais, il faut que je rénove un immeuble. Ok, je suis disponible dimanche. Ok, on fait le devis. Il y a pas de vie en fait. Et moi, ça me motive pas. Donc je fais le devis parce qu'il faut que je le fasse. Mais je me rappelle pas de ces gens-là. Ouais, t'es plus impliqué sur les projets un peu plus personnels peut-être. C'est ça. Moi, je veux un relationnel en fait, tu vois. Quand je fais un chantier, j'attends pas le café et le croissant tous les jours, hein, mais uniquement, voilà, un bonjour, que vous avez passé une bonne journée. Moi, j'envoie des photos à mes clients. Ouais. Je leur montre le suivi, même s'ils ne sont pas présents. Je leur fais ce rapport justement pour les rassurer. Ce que j'ai pas eu moi en fait en tant qu'investisseur, je veux pas. T'essaies d'y pallier justement et de pas reproduire le même schéma. En tant qu'artisan, c'est ce que je veux retransmettre à mes clients. La transparence, montrer comment ça se passe un chantier, montrer qu'est-ce que je fais, combien de temps ça me prend, pour vraiment être le plus transparent avec eux, quoi. C'est vrai que moi, mon entrepreneur sur notre chantier dans le Nord, il me transmet des photos assez régulièrement sans que j'ai besoin de lui demander en fait. Ça c'est très bien. Donc c'était notamment sur la partie gros œuvre, second œuvre, il m'envoyait des photos vraiment très régulièrement pour me montrer l'avancée du chantier. Et en fait, c'est aussi parce qu'il a ses gars sur place.
qui doivent tout prendre en photo de tout ce qu'ils ont fait dans la journée. D'accord. Pour bien montrer en fait comment évoluent les tâches, le temps qu'ils ont passé et tout ça. T'as une personne qui pilote en fait, toi qui fais ton interlocuteur. C'est ça. Et derrière après il met ses équipes sur le chantier. Voilà, exactement, ouais. Mais c'est aussi important pour la décennale. Moi je sais que ma décennale me le dit, hein. Quand tu fais des ouvrages, avant par exemple de fermer une cloison, etc., prends des photos pour prouver s'il y a un pépin dans les 10 ans, etc., que toi tu avais déjà fait tout dans les règles de l'art. Parce que si on vient avoir une expertise dans les 3 ans et qu'il y a un rendez-vous, on reprend tes photos, on n'a pas besoin de casser la cloison, on sait que ça n'est même pas de ton corps d'état. Ouais. Et on va creuser sur une autre piste. Alors que potentiellement, on va casser ce que tu as fait et c'est pas mon corps d'état qui est impacté. Donc en fait, c'est des petites photos qu'il faut se classer dans son disque dur, mais qui derrière peuvent enlever des frais à nos clients et à nos assurances, quoi. Bien sûr, même par exemple pour la partie rénovation énergétique, c'est hyper important aussi de prendre des photos avant de plaquer, de l'isolant, de ce qui a été fait pour pouvoir pour justifier auprès du diagnostiqueur, tout simplement. Tout à fait, c'est très important ça. Et du coup, je me permets de revenir juste par rapport à ce qu'on disait au début, parce que c'est vrai que tu as dit une phrase à un moment donné et tu disais c'est important de sélectionner des artisans qui sont compétents dès le début, qui sont compétents techniquement, mais du coup, est-ce que toi, tu as des conseils par rapport à ça? Oui, j'en ai quelques-uns que je vais te dire. En fait, déjà, les premiers, c'est de demander à son entourage. Dans ton entourage, en fait, quand tu investis dans ton secteur, il y a 2 cas. Quand tu es dans ton secteur ou quand tu es à distance. Donc, quand tu es dans ton secteur, tu vas demander à ton entourage proche, est-ce que tu as déjà fait des travaux chez toi? Oui, non. Ça fait des travaux, qu'est-ce que tu as fait par rapport à toi, ce que tu as à faire sur ton projet? Et de là, tu vas avoir sa propre sélection qui est faite. Est-ce que chez eux, ça s'est bien passé? Combien de temps il a mis? Combien ça leur a coûté? Est-ce qu'il a été dans les délais? Et de là, tu as ta première sélection sans avoir fait de recherche, juste en demandant à tes amis dans ton entourage proche. Ça te permet déjà de savoir des gens qui travaillent dans ton bassin, donc proche de chez toi, et qui travaillent correctement. Et après, si tu n'as pas ça, tu regardes sur Google, potentiellement les réseaux sociaux, pour trouver en fait des artisans, et tu vas en consulter plusieurs. Tu vas les appeler, tu vas leur fixer des rendez-vous, et après, que ce soit pour celui qui était recommandé bouche à oreille ou celui que tu as trouvé sur Internet, quand tu vas les consulter, il faut que, entre guillemets, ils arrivent à l'heure, ils soient présents. Ouais, je crois que la ponctualité, c'est déjà un facteur. Oui, c'est un gros facteur. Justifié d'une absence, justifié d'un retard. Moi, j'accepte un retard jusqu'à 5-10 minutes, tu vois. Oui, s'il y a une raison valable, mais c'est vrai que parfois, quand les gens se pointent avec 20 minutes de retard et qu'il n'y a même pas d'explication ou une excuse ou quoi que ce soit. J'ai pas trouvé de place de parking. Ça part mal. Ouais, ça commence très mal parce que ça veut dire qu'il n'a pas envie de venir à ton chantier ou qu'il était débordé. Et après, donc, quand tu le consultes, dès le début, en fait, tu l'as posé, avant déjà de faire le rendez-vous, tu l'as prédit ce que tu devais faire au téléphone. Tu as fait une présélection, tu lui as dit, c'est ça, mon projet. Tu lui énumères ce que tu as à faire. Comment réagit l'artisan? Est-ce qu'il est surpris? Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce que tu sens qu'il va être impliqué? Et de là, tu lui poses des questions sur les chantiers qu'il fait. Est-ce qu'aujourd'hui il est occupé? Est-ce qu'il fait ce type de travaux? Avant de lui dire l'adresse, même si tu lui dis à peu près le quartier au début, même que tu donnes l'adresse et le lieu de rendez-vous pour faire le devis. Est-ce que déjà tu sens qu'il va être potentiellement apte à faire tes travaux? Et déjà, dès que tu as dégrossi ça, potentiellement déjà tu lui donnes pas l'adresse, tu lui donnes pas de rendez-vous pour faire un devis. Oui, parce que si tu sens que potentiellement il n'est pas très sûr de lui sur les réponses. Ou simplement qu'il n'est pas dispo, tu vois. Ou pas dispo. Tu as les deux possibilités. Hein. Et donc, en fait, grâce à ça, tu fais une sélection. Et même après, quand tu les fais venir sur place, tu en fais venir 3, 4, 5, potentiellement. Après, soit tu les gères toi, si tu prends chaque corps d'état, ou tu prends une entreprise tout corps d'état. Moi, c'était, entre guillemets, l'erreur que j'avais faite. J'avais pensé bien faire en prenant une entreprise tout corps d'état pour, au final, elle sous-traite à qui qu'elle croise dans la rue les travaux. C'est fait comme c'est pas à faire. Et derrière, moi, j'ai eu des travaux à reprendre, tu vois, derrière, parce que la plomberie qui avait été mal faite. C'est sûr que ça dépend des entreprises sous corps d'état. Effectivement, celles qui passent leur temps à sous-traiter, il faut voir si c'est des sous-traitants qu'elle connaît bien et avec qui elle a l'habitude de travailler sur tous ces chantiers, ou est-ce que c'est des sous-traitants qu'elle trouve, pour combler un peu les trous. Oui, même qu'ils aient la décennale, tu sais, moi, il avait la décennale de tout cet artisan-là, sauf la partie étanchéité. Mais ça, après, c'était pas un problème parce qu'on a fait une attestation. J'avais dû, moi, la refaire parce que j'avais des chiens de locataires qui avaient abîmé. Bon, bref, en fait, sa garantie avait sauté parce que dans les 2 ans, on n'avait pas pris soin correctement parce que les locataires avaient dégradé. Mais bref. Mais du coup, la décennale, elle couvrait. Mais en fait, est-ce que les gens chez qui fait travailler ont la décennale?
Ouais. Parce que tant lui, il a, donc c'est lui qui est responsable c'est l'entreprise, par exemple, Dupont, qui est responsable de tes travaux, mais il fait l'avenir à l'entreprise X et Y, mais tant X et Y sait faire les travaux, mais n'est pas couvert. Donc en fait, ça sera sa décennale qui fonctionne, mais en fait, ceux qui fait appel en dessous ne sont pas couverts. Ouais. Donc déjà, ça fait une puce à l'oreille. Ouais. Parce que tu te dis, il fait travailler des gens qui ne sont pas couverts, lui prend la responsabilité, donc potentiellement, ça sera mal fait. Donc vu que c'est pas son effectif propre, et après c'est aussi quand tu prends une entreprise tout corps d'État, mais qui est dans le général, tu vois, qui fait de la sous-traitance, à voir comment elle sous-traite, et c'est souvent là quand une entreprise générale va prendre les travaux d'étanchéité, de salle de bain, etc. C'est souvent là qu'il y a des soucis sur les parties étanchéité qui sont mal réalisées, parce que ça met trop de ciment partout, et le ciment suivant le bâti, ça bouge. Et ça fait des infiltrations, quoi. Oui, et on sait que les infiltrations, c'est un gros problème chez les propriétaires. Dégâts des eaux, moisissures. C'est le pire ennemi. Oui, c'est ça. Quand elle vient pas du sol et qu'elle vient justement d'une dégradation qui est faite par un bâti qui a été posé. Bon, pour te dire, en fait, quand il m'a posé la baignoire, l'artisan, il m'a bourré de mousse polyuréthane en périphérie. Ok. Et moi, je l'avais pas vu parce que il fait ça la semaine. Moi, je viens le week-end. Moi, j'arrive, c'est tout plaqué. Ah, donc il avait déjà masqué, il n'a pas pris de photos, évidemment. Non, bien sûr que non. Photos, ça n'existait pas. C'était le Nokia 3310, on va dire. Il prenait pas de photos, tu vois. Il avait juste un ordinateur pour faire ses devis, ou tablette, mais c'est tout. Et en fait, un an plus tard, le locataire m'appelle, il me dit, je sais pas, j'ai des traces d'eau dans le dressing du bas. J'y vais. Il dit, c'est la bonde, tu vois, sous la baignoire. Quand tu as des cheveux, il dévisse un peu ce qu'ils voient les locataires, ça bouge. Et j'ai vu que le mâle et la femelle étaient un peu sortis, le joint est bougé, j'ai vu une petite goutte à goutte. J'ai dit, ça vient de là. Je remets tout d'aplomb, parce que j'avais déjà modifié, parce que c'était trop en tension ce qu'il m'avait posé l'artisan. Je remets ça à jour, il me rappelle un mois plus tard, il me dit, j'ai encore de l'eau. Et en fait, c'était que ma baignoire dans l'angle, elle s'affaissait, parce qu'il n'y avait pas de renfort. Et donc, en fait, en 2 jours chrono, je suis intervenu, j'ai déposé la baignoire, déposé le tablier, posé un renfort derrière, reposer la baignoire, resiliconer avec des silicones express le jour même. Ils se sont lavés le soir et le lendemain, je rejointais mes carreaux de carrelage. Et j'ai dérangé donc mes locataires 2 jours pour ça, parce que de base, il n'y avait pas ce renfort derrière la baignoire et elle n'était pas posée dans les règles de l'art. Tu vois, ça m'est arrivé même à moi. Ouais. Mais grâce à ça, ça fait un retour d'expérience que bien sûr. Et je ne le referai plus, quoi. Voilà, tu sais effectivement. Je te montrerai la photo. J'irai me pencher dessous, même je referai une trappe pour être sûr qu'il ait mis le renfort. Parce qu'une fois que tu as les locataires en place, c'est pas la même. Bah oui, bien sûr. Tu as des gens qui vivent dedans, il y a des enfants. Tu peux pas leur couper d'eau plus d'une journée parce que sinon tu les envoies à l'hôtel. Donc c'est des frais supplémentaires. Donc tu pouvais pas faire forcément marcher l'assurance décennale parce que l'artisan ne te répondait pas. Et puis le temps que ça soit fait, la décennale, tes locataires, ils ont encore la fuite. Donc en fait, c'est un juste milieu à trouver entre est-ce que je fais les travaux à mes frais ou est-ce que je fais marcher l'administratif, mais je suis pas sûr que ce soit fait en temps et en heure. Mes locataires, derrière, ils vont pas être contents. Ils vont m'attaquer. Donc moi, je veux la satisfaction. Donc je fais au plus vite, au mieux, et derrière, après, tu n'as plus de soucis, quoi. Ouais, c'est ça. Parfois, mieux vaut accepter effectivement de payer tout de suite, d'avoir moins de charge mentale et de garantir effectivement une bonne relation avec les locataires. Et du coup, effectivement, c'est l'expérience qui permet, d'augmenter ses connaissances et ses compétences techniques. Mais est-ce que en tant qu'artisan, il y a aussi un côté où tu continues de te former en continu parce que je sais qu'au niveau des normes du bâtiment, ça évolue souvent. Après, je suis abonné, en fait, je suis avec ma fédération du bâtiment. Je reçois tous les mois, en fait, des newsletters en papier. Et du coup, j'ai les normes qui sont mises à jour avec des références. Donc, ça me permet, en fait, d'être à jour sur tout ce qui se fait sur le marché. Là, justement, sur les dernières normes énergétiques pour suivre, justement, le cours. Quel type de matériaux ils viennent sortir, qu'est-ce qui est en test, qu'est-ce qui est actuellement sur le marché, les nouvelles RT 2012 qui est passé en RE 2020, toutes ces choses-là, en fait, c'est abordé et on est obligé, en fait, de se former en continu pour continuer d'apprendre parce que ce qui est valable aujourd'hui, ça le sera demain, mais ça sera toujours mis à jour et ton client, peut-être qu'il va t'apprendre justement quelque chose que toi, tu sais pas. Donc, il faut se former pour justement être toujours à jour. Oui, parce que c'est ça, j'imagine que forcément, il y a la partie rénovation énergétique qui joue beaucoup depuis ces dernières années. Mais typiquement, est-ce qu'en électricité, en plomberie, ça peut aussi être amené à être mis à jour? Après, c'est mis à jour, surtout l'électricité l'année prochaine. On a une nouvelle, la nouvelle norme va être mise à jour
donc en juin 2025. Donc là, on aura quelques modifications pour être encore plus protégé, pour qu'il y ait plus de protection dans le logement. D'accord. Et après, en termes de plomberie, c'est les matériaux qui sont utilisés, les raccords qui sont de plus en plus rapides, les nouvelles machines. Mais après, les procédés, mode opératoire, ça reste approximativement les mêmes. D'accord, c'est plus les matériaux. Ça met à peu près plus, on va dire tous les 5 à 10 ans, ça évolue ça. La partie plomberie, électricité, ça évolue ça prend assez de temps, quoi. Mais les normes sur l'énergétique, là, ça change pas mal parce qu'il y a beaucoup de nouveaux matériaux qui sortent pour justement avoir le meilleur rapport qualité-prix rapidement, pour que les gens utilisent ce type de matériaux. Et comme tu l'as très bien dit, grâce ou à cause de ces diagnostics immobiliers, tu as des passoires thermiques. Donc tu peux acheter des biens qui sont mal notés. Derrière, tu fais une belle rénovation, tu le loues mieux, tu l'as valorisé, tu as fait une belle négo, donc tu fais une plus-value. Donc grâce à ces diagnostics-là, toi, ça t'ouvre des portes pour aller sur un marché dans la rénovation. Oui, bien sûr. Et c'est très important parce que le neuf, il n'y a plus trop de terrain. Donc tous les terrains qu'il y a, on les coupe. Tu vois que les gens, ils ont une maison, ils ont 1000 mètres carrés, ils coupent en deux, ils gardent 500, ils revendent 500, ça leur paye les vacances, ça leur paye les études des enfants, etc. Mais tu vis sur un terrain plus petit, donc il y a moins de terrain. Et la réno, il y a plein de maisons qui sont à rénover, il y a des bâtiments abandonnés. Donc en fait, c'est là l'avenir en fait dans la construction aujourd'hui. Et est-ce que tu dirais justement que dans la région du sud par ici, il y a des choses à faire encore? Parce que bon, c'est vrai que tu le disais, typiquement en Provence, ça devient quand même un peu cher. Mais est-ce qu'on peut toujours trouver il y a toujours des biens, oui, il y a toujours des pépites. En fait, les pépites, généralement, il faut les créer aussi. Ok. Tu vois, en les améliorant, en faisant des extensions, en déplaçant justement, comme on a parlé tout à l'heure, en rajoutant des chambres, en visant peut-être des ruines, des épaves, des remises, pour après les changer de destination, les passer en habitation. Par contre, là, il faut beaucoup de connaissances sur la partie travaux, parce qu'il y a un gros dossier à monter, parce que tu changes la destination, tu as un permis de construire, tu as du gros œuvre, et après, potentiellement, tu as une place de parking à acheter ou à créer, suivant le bien. En fonction du PLU. C'est ça, en fonction de ce que tu modifies. Ouais. Mais dans le coin qu'on est, autour du Pays d'Aix, il y a encore quand même pas mal d'affaires. Même si on va un peu dans les Alpes, il y a quand même des affaires à faire sur des anciennes bâtisses à rénover. Et on peut faire encore des bonnes affaires. Oui. Et typiquement, même sur une maison, transformer un des garages justement en chambre ou des choses comme ça, ça peut aussi... ça peut se faire. Après, on peut faire des extensions sur les maisons. Ouais. S'il y a un petit bout de terrain, sans le diviser pour le revendre, s'il n'y a pas assez, on peut créer une sorte de pool house avec 2-3 chambres, une petite cuisine extérieure, une piscine. On va valoriser le bien pour y apporter de la valeur. Et derrière, le revendre, on peut faire une surélévation. Si on respecte la hauteur du pignon, on a la possibilité d'augmenter ça. Et potentiellement passer le garage aussi en habitable. Si on n'en a pas besoin, on fait juste un porche. Et on crée derrière la maison un petit box pour ranger le matériel. Parce que dans une maison, il y a quand même des outils extérieurs à avoir. C'est ça. Tondeuse, taille et une petite caisse à outils quand même pour les automatismes, s'il y a le portail, etc. On a quand même du matériel à avoir en plus que quand on rénove une maison, quoi. Ouais, bien sûr. Mais sur les maisons, c'est pas le même budget, c'est sûr. Mais sur des petits immeubles, maisons de ville à diviser, etc., il y a de quoi faire dans le sud. Ouais, il y a toujours de quoi faire. Ok, bon, bah ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que parfois j'ai des échos comme quoi c'est vrai que on a l'impression que c'est un marché un peu bouché pour trouver des projets rentables, mais effectivement sinon il faut tout simplement se créer les opportunités. Tout à fait. Pour en faire des projets qui deviennent rentables finalement. Ça. Quand on visite aussi avec les yeux fermés, on voit pas les opportunités. Il faut vraiment se donner les moyens et quand on visite, il faut voir toutes les possibilités. Ouais. Tout ce qu'on peut faire avec un bien, c'est pas uniquement de se dire coup de peinture rénové vendu. Non, ça marche pas parce que ça va pas durer dans le temps. Il faut vraiment analyser le bien quand on rentre. Comment elle est, par exemple, ça va des choses simples. Comment on rentre la lumière dans le logement. Comment on va pouvoir optimiser parce qu'il faut que ça reste fonctionnel. Et toutes ces choses-là, c'est en pratiquant qu'on va se rendre compte que on peut créer une pièce. Non, on peut pas. Il y aura pas assez de place pour les zones de circulation. C'est pas adapté au secteur. Et tout ça, c'est en tâtonnant. Et tu crées façon des pépites justement en ayant cet œil-là. Et tant dans un village, tu pourras pas créer ta pépite parce que tu es encloisonné. Tu n'auras jamais de lumière dans ton bien. T'as qu'une source lumineuse. Tu vas mettre des Velux, mais tu peux pas mettre la pompe à chaleur pour refroidir le logement en été. Donc tu vas pas pouvoir te positionner dessus. Donc c'est tous ces petits éléments qu'il faut analyser avant de se lancer sur un projet de rénovation. Mais quand tu connais tout ça, tu as vraiment un champ large et tu peux justement avancer correctement dans ta rénovation. Ouais, bien sûr. C'est sûr que
Je pense que de toute façon, en rénovation, il y a plein de choses à faire, plein de techniques pour donner de la valeur. Et après, c'est clair que la rénovation d'un bien, c'est un des moyens justement pour apporter de la valeur. Et du coup, par rapport à la rénovation et au déroulé de la rénovation, c'est quoi tes meilleurs conseils, tes 3 meilleurs conseils pour qu'un chantier se déroule bien du début jusqu'à la fin? Le premier, déjà, ça va être de bien communiquer. Avec un artisan ou même si tu fais toi-même, bien communiquer, avoir un planning écrit, parce qu'en fait, grâce à ton planning, tu vas pouvoir suivre, est-ce que tu es dans les clous et faire, moi je dis, un rétro-planning, parce qu'admettons, tu sais que tu veux louer à tel mois, tu sais qu'à un mois avant, tu dois avoir mis tes sanitaires et un mois avant, tu dois avoir passé la commande. Donc en fait, grâce à ce rétro-planning, donc grâce à ton planning, tu sais où tu vas et où tu mets les pieds. Et après, c'est d'avoir un budget clair, détaillé de chaque mission pour justement pallier à tous les aléas en fait financiers que tu peux rencontrer. Donc c'est mes 3 piliers que je dirais indispensables pour une rénovation réussie, quoi. Ok, ça marche. Ouais, non, ça récapitule bien, on va dire, tout ce qu'on a dit, je pense, pendant l'interview. Ma question quand même, c'était, est-ce que le métier d'artisan est difficile? Alors, moi, ce que je fais, en fait, à côté du coup de mon métier d'artisan, c'est que je fais pas mal de sports simples, du gainage, du renforcement musculaire, du vélo, je m'aère la tête, parce que justement, ok, c'est physique, artisan, mais je travaille pas mon cœur correctement. Donc moi j'ai beaucoup fait de sport, j'ai fait du rugby, j'ai fait du sport divers et variés, j'ai fait du basket, du vélo, j'ai vraiment toujours fait du sport depuis que je suis petit, et donc j'ai continué, et donc c'est pour ça que je trouve ça naturel d'être artisan, parce que j'aime me défouler, ça me permet d'extérioriser en fait, de me défouler sur mon chantier, d'être moi-même en fait sur mon chantier à forcer, me dépasser, mais à côté de ça il faut quand même faire du sport, parce que je me suis aussi blessé plusieurs fois, mais pas sur chantier. Okay. Et du coup, c'est pendant les moments de relâchement. En fait, c'est un métier qui est physique, parce que on n'est pas dans un bureau toute la journée. On a un peu de bureau quand on fait les préparations, des plans et les devis, mais la majorité du temps, on est en extérieur, on est dehors, on est au volant, donc on n'est pas dans des bonnes postures. Et c'est important de se ménager et de prendre soin de son corps, parce c'est notre outil de travail. Donc à côté de ça, faut faire du renforcement musculaire, faut faire du vélo, faut faire de la marche pour s'aérer l'esprit déjà dans un premier temps, et derrière se renforcer physiquement, parce que si on vient à se blesser, il y a personne d'autre qui va travailler à notre place, et derrière c'est la société qui tourne pas. Donc il faut vraiment prendre soin de son corps pour justement travailler sereinement sur les chantiers et faire attention surtout au moment de relâchement. Comme moi, je m'étais blessé justement lors d'un relâchement en partant en vacances. Mais c'est les risques du métier. Oui, bien sûr. Et du coup, faire effectivement attention aussi quand on fait soi-même les travaux, parce que on a tendance à vouloir enchaîner comme pas possible pour aller très vite. Faire des très grosses journées, pas forcément mettre les EPI, mais vraiment les coquilles de Mickey, ça se pose sur la tête, ça se remet en 2 secondes. Les lunettes de sécurité, c'est vraiment très important, parce que les yeux, ça se change pas. Et si on n'a plus l'audition, c'est embêtant quand même pour communiquer tous les jours. Et parfois, tu travailles avec des masques aussi ou... Oui, en fait, quand je monte dans les combles ou que je fais de la poussière, j'ai des masques avec des filtres. Un masque intégral avec un filtre, justement pour me protéger les yeux, et parce que quand il y a la laine de verre, etc., ça gratte. Donc, je me protège comme ça, et même je mets la combinaison quand je monte dans les combles, pour justement pas en mettre sur mes habits et après que ça me gratte, ou quand c'est l'été, t'es en short. Donc, c'est pas agréable. Donc, j'ai toujours une combinaison dans le camion, mes coquilles, mes lunettes et mes genouillères. Ok. Les EPI de base minimum pour travailler tous les jours, parce que les genoux, ça va 5 minutes de se poser sur le côté, mais on est mieux pour travailler sur les genoux, et les genoux c'est aussi fragile, quoi. Oui, bien sûr, faut faire attention à son corps, le préserver, et c'est aussi pour ça on peut comprendre que effectivement certains corps de métier ou certains artisans peuvent être fatigués physiquement, ils peuvent pas enchaîner des journées en fait de 10, 12, 15 heures. Tout à fait, ils ont besoin de repos, hein. Ouais, bien sûr, ils ont besoin de se reposer. Donc voilà, c'est important, je trouve, de le mettre en avant aussi pour comprendre ce côté-là, comprendre le côté de l'artisan aussi. C'est ça, il peut pas être tous les jours à 100%, parce que derrière, il a peut-être fait une très longue journée, c'était le jour de la démolition des gravats. Derrière, il y a l'approvisionnement, donc il y a encore des poids lourds à soulever. Donc tant le jour d'approvisionnement, il va partir plus tôt. Faut pas non plus être trop derrière lui sur ces moments-là. Faut le comprendre, faut l'écouter, faut communiquer, et il vous expliquera tout simplement comment il fonctionne et pourquoi il a fait ça comme ça. Ça marche. Et une question que j'aime bien poser sur le podcast,
est-ce que tu as une anecdote travaux à nous raconter? C'est vrai que il y avait l'histoire du chantier. Oui, avec compliqué. cette baignoire, cet artisan, etc. C'est ça. Oui, j'ai une anecdote chantier, donc c'est par rapport à l'humidité. Parce que aujourd'hui, moi, l'immeuble que j'ai, si tu veux, il y a une partie au rez-de-chaussée avec une partie enterrée. Et quand on a mis en location, donc on n'avait pas eu plus de problèmes que ça. Hein. Quand on a acheté, ça sentait pas l'humidité, c'était correct. Mais on a mis des locataires qui travaillent. Donc ils partent le matin à 8h, ils rentrent à 17-18h. Le logement, il n'est pas aéré de la journée. Donc on a eu des premières traces d'humidité qui ont apparu. Donc on a fait venir des sociétés spécialisées dans l'humidité. Ils nous ont dit que le logement n'était pas assez ventilé parce que le locataire partait tôt, rentrait tard, donc il n'aérait pas le logement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une ventilation par insufflation qui permet en fait de souffler en permanence de l'air dans le logement. À côté de ça, on a dû couper la VMC parce que la VMC, sinon, elle nous aspirait toute cet air qu'on voulait nous rediriger dans la pièce qui était enterrée. Okay. Et pour ça, si tu veux, on a en plus de ce boîtier, il y a un capteur qui réceptionne en fait l'air pour orienter les alvéoles. Non, c'est les câblettes. Non, en fait, c'est pour centrer l'air, si tu veux, vers la pièce. Si tu veux, ça oriente l'air vers cette pièce. Okay. Après, on avait bouché les grilles d'aération correctement pour que ça aille bien dans cette pièce, mais ça n'a pas suffi. On avait quand même des soucis d'humidité. En ayant mis cette ventilation par insufflation, on a dû en fait ajouter un inverseur de polarité. Et l'inverseur de polarité, en fait, c'est un gros aimant qui repousse les molécules d'eau vers le noyau de la Terre pour justement assécher ton bâti. Ça marche sur 15 mètres de diamètre. Donc nous, le logement, il fait 55 mètres carrés. Donc on l'a mis au milieu de la pièce. Ça couvre tout le logement. Et en fait, ça marche sur 15 mètres à l'horizontale, à la verticale. Donc ça t'aide pour enlever les champs électromagnétiques aussi. D'accord. Avec toutes les ondes qu'il y a dans les villes. Et à la fois, ça te repousse les molécules d'eau. Donc ce combo-là, on a réussi à pallier l'humidité. Et la voûte qu'on avait, on l'a badigeonnée avec de la chaux. Parce que le fait qu'il y ait un peu d'humidité, elle s'est fritée, tu vois. Il y avait un peu de salpette. Parce qu'il avait mal aussi enduit l'artisan. Et du coup, moi, j'ai tout rebadigeonné par-dessus. D'accord. À la chaux avec une teinte. Comme ça fait quelque chose d'harmonieux. C'est ventilé dans le logement. Et ça permet de traiter l'humidité parce qu'on nous avait proposé un cuvelage. Mais le cuvelage, le problème, c'est qu'il me repoussait l'humidité derrière mon cuvelage. Donc mon mur aurait été trempé d'eau et ça m'aurait reporté le problème. Parce que le cuvelage, du coup, pour expliquer ce que c'est... Oui, c'est un revêtement en fait en résine, ciment ou chaux ou en matière résineuse qui va venir imperméabiliser ton support. Tu vas venir l'appliquer en plusieurs passes sur ton mur et il va te créer une barrière. Et cette barrière-là, du côté intérieur de la bâtisse, tu n'auras pas d'eau. Par contre, derrière ton cuvelage, l'eau va être en attente. Elle va stagner. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu as beaucoup de remontées, l'eau, elle va aller vers les endroits qui n'ont pas le cuvelage et elle va rentrer dans ton logement. Donc, le top, c'est de cuveler le sol, les murs et le plafond. Ah oui, ça fait beaucoup. Donc, ça revient cher. Nous, pour une pièce de 9 mètres carrés, c'était 12 000 € l'intervention. Ah oui. Et je faisais que 3/4 de la pièce. Parce qu'il y avait un mur de refend que je ne faisais pas. Mais on n'a pas solutionné cette possibilité. Et les remontées capillaires par injection, on n'a pas voulu parce que ça a déplacé aussi le problème. Et en fait, en combinant ces deux, parce qu'on n'avait pas de remontée d'eau par les nappes, etc., c'était vraiment... c'était pas en permanence, en fait. Donc, ça l'a vraiment traité correctement. Et là, on sèche notre mur de 2 cm par mois, en fait. Donc, en une année et demie, on aura séché notre mur de 60 cm. Donc, finalement, quand c'est une pièce habitée, on va dire, mieux vaut partir sur cette solution-là. C'est ça, ça reste mieux viable, en fait. Ventilation et inverseur de polarité. Tout à fait. Et par contre, si on est sur une cave, par exemple, là, pour le coup, le cuvelage, ça peut être plus intéressant. C'est une bonne solution pour la partie souterraine, en fait. Ouais. Quand c'est pas une habitation, voilà, faut privilégier le cuvelage parce que généralement c'est enterré, voilà, sur la totalité d'une cave. Donc là, on peut se permettre de cuveler. Après, il existe aussi, si besoin, le doublage qui permet de créer une partie d'air en fait entre ton mur mouillé et ton habitation que tu vas par contre ventiler. Ça va te réduire en fait ta surface habitable. Mais dans les bâtiments anciens, ça peut être technique parce que si tu as un plafond voûté, c'est ça. Tu vas perdre énormément de surface habitable. Ok, tu vas pouvoir intégrer des spots, mais derrière, pour doubler, chapeau, hein, pour passer tous tes rails et tes montants, tu vas perdre beaucoup de surface habitable. Donc là, tu fais simplement un badigeon, mais tu peux ventiler avec une VMC qui recycle l'air dans ta cloison pour faire chasser l'humidité. Ouais, je comprends. C'est vrai que nous, on a un souci d'humidité là dans notre immeuble à 1h30 de Paris.
avec des remontées capillaires. Effectivement, il y a des remontées de nappe phréatique. D'accord. Donc ça, de toute façon, on a installé une pompe en fait dans la cave parce qu'il y a des remontées d'eau mais assez importantes. Et par contre, on a un mur dans le couloir des parties communes. En dessous, il n'y a pas de cave, mais c'est vrai qu'on a toujours des remontées alors qu'on a fait des injections. Mais je pense que le problème c'est qu'on a recouvert le mur et il faudrait plutôt mettre un enduit à la chaux comme tu disais. Voilà, repiquer jusqu'à la pierre, parce que je pense que c'était des pierres aussi. Tu repioches pour redécouvrir ta pierre, tu laisses un peu sécher, tu mets un déshumidificateur et après tu rebadigeonnes en fait avec de la chaux pour renforcer en fait et un peu imperméabiliser et laisser respirer ta pierre. Même si au toucher ça sera mouillé, le badigeon il aura séché. Donc ça te fera quand même comme un enduit décoratif sur ton mur. Ouais, je comprends. Alors c'est vrai que j'avoue que ce mur-là, je pense qu'il y avait du ciment avant qu'il pose un... Oui, donc il faut vraiment que tu pioches parce que ça fait que ça respire pas. D'accord. Et tu reviens jusqu'à ta pierre brute. Et une fois que tu as ta pierre brute, là tu rebadigeonnes par-dessus. Mais vraiment, il faut que tu fasses tomber tous les supports qui sont pas propres sur ton mur et avant d'appliquer le traitement. Ok, ça marche. C'est ton badigeon que tu pourras faire toi. C'est abordable. Tu achètes un sac de chaux, un seau d'eau et après un colorant, suivant la teinte que tu veux faire parce que la chaux c'est très très blanc. Et derrière, après, tu rebadigeonnes avec une brosse. Ok, ça marche. En tout cas, hyper intéressant. Hyper intéressant pour tous ceux qui ont des problèmes aussi d'humidité, parce que c'est vrai que c'est des choses qui arrivent assez fréquemment, je trouve, dans l'ancien. Sur les bâtiments anciens, exactement. Et donc en rénovation, c'est toujours des bons tips à connaître. C'est ça. Parce que la recherche de fuite et de sources de fuite ou d'infiltration, elle est toujours un peu complexe. Donc ça peut donner au moins des pistes de réflexion sur la manière de traiter. Parce que quand le locataire est en place et qu'on nous appelle et qu'on nous dit il y a un peu de champignons qui poussent, ça sent, il y a ci, il y a ça, qu'on soit en connaissance de toutes ces solutions-là pour après traiter le problème. Mais ça, en fait, il faut aussi essayer de le voir dès le début quand on visite le bien. Est-ce qu'à des endroits, ça a cloqué ? Est-ce que ça s'est vraiment décollé tout seul sur cette partie-là ? Est-ce que le mur est mouillé ? Et bien le noter quand on fait la démolition, ou l'artisan quand il est fait, qu'il vous le fasse remonter, parce que c'est des zones qu'on ne va pas remarquer peut-être au début à la démolition, mais si ça a apparu quand vous avez démoli, c'est que ça a mis du temps à arriver, et vous, ça va revenir dans le temps si vous ne faites pas d'amélioration. Bien sûr. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut aussi analyser votre bien lors des visites et lors de la première démolition. Ouais. Très bon conseil, très bonne astuce. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils et ces astuces que tu nous as donnés pendant l'interview. C'était hyper intéressant. La dernière question que j'aime bien poser, c'est de savoir qui tu verrais sur le podcast Story Travaux pour une prochaine interview. D'accord, moi, je verrais bien un ami qui est marchand de biens, ça serait David Villain, qui est très bon dans son domaine, qui est dans le sud de la France aussi, et qui fait des très belles opérations d'achat-revente. Il fait de l'accompagnement aussi, et je pense qu'il a tout à fait sa place dans ton interview Story Travaux. Écoute, merci beaucoup pour l'info. C'est vrai que David Villain, je vois un petit peu son compte sur Instagram, donc je vais voir ça. Merci beaucoup pour l'info. Avec grand plaisir. Et puis du coup, on peut te retrouver où sur les réseaux sociaux ? Alors moi, je suis présent sur YouTube et Instagram. Donc sur Instagram, je mets le quotidien chantier avec des tips. Et sur YouTube, je fais plus du contenu pédagogique pour montrer comment préparer un projet, sur quoi il faut faire attention. Et après, je vais mettre mes prochaines opérations à chaque étape clé pour avoir une bibliothèque pour les personnes, pour savoir s'ils ont des manquements sur l'électricité, la plomberie, pour avoir des références, comment faire et comment moi je traite mes chantiers. Trop bien, de la technicité du coup. Tout à fait. Expliquer de manière pédagogue, c'est tout ce qu'on adore. Tout à fait, tout simplement ACS Réalisation sur YouTube et Instagram. Ok, trop bien. De toute façon, je le mettrai aussi dans la newsletter. Merci. Pour que les auditeurs puissent te retrouver facilement. Merci beaucoup en tout cas, Alexis, et puis à une prochaine. Merci à toi, Alexia, pour l'invitation, et à une prochaine.